Nous voici à Lux, petite commune de Saône-et-Loire dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce village de moins de 2000 habitants, auparavant tourné vers l'agriculture, est aujourd'hui devenu une banlieue de la ville de Chalon-sur-Saône. Une ville paisible où les gens travaillent sur le bassin de Chalon. Il y a effectivement la rivière qui est principale de la région qui est la Saône. Il y a des promeneurs, des cyclistes, des gens qui courent à pied. Et c'est une ville, on va dire, dortoir, mais qui n'a jamais connu de problème. Le 21 avril 2010, en fin d'après-midi, le soleil se couche peu à peu sur les berges de la Saône. Jean-Paul, un moniteur de poids lourd, se balade à vélo pour décompresser de sa journée de travail. Quand soudain, il remarque quelque chose d'étrange. J'ai regardé sur le bord de Saône et j'ai vu cette forme qui était en bordure de berge. J'ai continué mon parcours parce que pour moi ça pouvait être un sac et dans le doute, au bout d'une centaine de mètres, je suis revenu voir. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être éventuellement une personne. Jean-Paul décide d'appeler les pompiers pour leur signaler sa découverte. Arrivé sur place, les secours font un terrible constat. Ils ont tout de suite vu que c'était une personne. Ils se rendent compte qu'il est ficelé et qu'il a apparemment un sac sur la tête. Donc ils décident de ne rien toucher et de faire venir les gendarmeries. Quelques minutes plus tard, la brigade de gendarmerie de Chalon-sur-Saône arrive et fige la scène. Aussitôt, le docteur Corrège, médecin légiste, est appelé pour effectuer les premières constatations. On a constaté que le cadavre était entièrement recouvert par une espèce de drap qui était maintenu à plusieurs endroits par une cordelette au niveau des jambes, une cordelette au niveau du cou, plus ou moins serrée. Et donc notre travail a d'abord été d'enlever le drap housse pour voir un peu l'extrémité céphalique. Et là, on a constaté que la peau était un peu abîmée par la putréfaction. Le corps aurait donc séjourné plusieurs jours dans l'eau. Les gendarmes sont confrontés à une première difficulté, l'identification de la victime. Aucun élément permet de dire qui est cette victime. Pas de papier d'identité, pas d'accessoires, pas d'éléments, pas de voiture retrouvée à proximité. Ce qui laisse à penser l'ouverture d'une enquête est déjà une énigme. Les gendarmes de la section de recherche de Dijon viennent épauler leurs collègues de Chalon-sur-Saône et l'enquête peut véritablement commencer. Première question, à qui appartient ce corps? Quelles sont les causes de la mort de cette personne? Et comment s'est-elle retrouvée sur les berges de la Saône? Au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, le lendemain de la découverte du corps, le docteur Corrège débute l'autopsie. Premier indice, la victime est de sexe masculin. C'est un cadavre de race caucasienne, de taille 1,56 m, de corpulence normale, plutôt musclée. Il s'agit maintenant de déterminer combien de temps le corps de cet homme est resté dans la zone. Je l'avais estimé entre 10 et 15 jours approximativement parce que, encore une fois, c'est de l'eau à basse température. L'eau de la Saône à cette époque-là devait faire 16 degrés et ainsi le corps est presque dans des conditions de conservation qui sont bonnes. Les gendarmes vont donc pouvoir rechercher un homme qui a disparu depuis 15 jours. Et ce n'est pas le seul indice délivré par l'examen du corps. On observe en partie antérieure gauche la présence d'un tatouage polychromique. Ce tatouage est une fleur avec un cœur et gravé en dessous un prénom de femme. Un élément qui apporte une autre pièce au puzzle, car auparavant, les enquêteurs ont retrouvé au poignet de la victime une gourmette. Sur cette gourmette, un prénom gravé, Bertrand.
Ce qui est intéressant, c'est que le tatouage, et en particulier le prénom féminin que l'on va retrouver, et également le prénom retrouvé gravé sur la gourmette de l'individu vont donner des indications à la gendarmerie afin de rechercher l'identité de la victime. Le médecin légiste poursuit ensuite l'autopsie. Il remarque de nombreuses contusions et une blessure conséquente au niveau de la tête de la victime. On va retrouver un volumineux hématome étendu sur toute la partie latérale gauche de la face et à l'arrière. Vous voyez toute cette face. Donc il y a un gros hématome entre le cuir chevelu et la boîte crânienne qui indique un coup violent qui a beaucoup saigné. Reste à savoir si ce coup a été mortel. Ce qui est intéressant pour les causes de la mort, c'est qu'on va analyser les poumons et qu'on va retrouver des diatomées dans les poumons. Les diatomées, ce sont des algues microcellulaires qui existent dans l'eau naturellement. L'analyse a retrouvé les mêmes diatomées dans la Saône que dans les poumons de la victime, indiquant qu'il y a de l'eau qui a pénétré et par conséquent une noyade possible. L'homme était donc toujours en vie lorsqu'il a été précipité dans le fleuve. Pour en savoir plus, le sang de la victime est envoyé en analyse. On va s'apercevoir que la victime avait absorbé de manière massive des produits, des tranquillisants qui avaient sans doute entraîné un endormissement. Un mode opératoire qui met les services de gendarmerie sur une première piste. Après les examens procédés en laboratoire, va se développer l'hypothèse d'un empoisonnement par ces médicaments. Et on sait par la pratique pour les médecins légistes que l'empoisonnement est souvent un crime de femme. À la vue du rapport d'autopsie, les enquêteurs envisagent un premier scénario, celui d'une vengeance. D'après ces premières constatations du médecin légiste, donc c'est un crime assez effroyable et un acharnement, ça ressemble un peu à de la haine. Mais pour remonter à ses auteurs, les gendarmes doivent encore identifier la victime. Qui est ce fameux Bertrand? Aurait-il été victime d'un crime passionnel, comme le pressentent les enquêteurs? La femme, dont le nom est inscrit sur le tatouage, a-t-elle un lien avec cette terrible disparition? À la gendarmerie de Chalon-sur-Saône, une fastidieuse enquête débute. Malgré l'autopsie, l'identité de la victime reste une énigme. Les enquêteurs ne disposent que d'un prénom, Bertrand. Les gendarmes vont rechercher dans leurs fichiers des empreintes digitales, aucune trace chez un dentiste, il n'y a pas une dentition particulière, aucun fichier de disparition ne fait état d'un dénommé Bertrand, un homme d'une quarantaine d'années. Les forces de l'ordre orientent leurs recherches vers une personne isolée. Ils font le tour des hôpitaux et des hôtels, sans résultat. Puis ils se dirigent vers les foyers sociaux. Les enquêteurs se rendent au Centre communal d'action sociale, CCAS, de Chalon, avec ce prénom comme seul élément pour l'instant dont ils disposent de cette victime. Il s'avère que ce centre d'action sociale recense 15 prénoms identiques avec 15 noms de famille. Donc les gendarmes repartent avec cette liste. Les enquêteurs visitent une par une les différentes adresses. Et le 26 avril 2010, 5 jours après la découverte du corps, ils se rendent au domicile d'un énième Bertrand, un homme de 39 ans, chauffeur de poids lourd intérimaire. Et très vite, ils remarquent que la boîte aux lettres n'a pas été vidée depuis longtemps. Les gendarmes qui voient que la porte ne s'ouvre pas interrogent la voisine de palier qui va reconnaître qu'effectivement, depuis le 3 avril, elle n'a pas vu se dénommer Bertrand et qu'elle s'inquiète parce que d'habitude, quand il s'absentait,
Il lui confiait la clé de son appartement pour qu'elle relève le courrier. Les enquêteurs lui montrent les photos de la victime. Malgré l'état de putréfaction du corps, la voisine, sous le choc, reconnaît son voisin Bertrand. Les gendarmes perquisitionnent donc l'appartement du disparu. Ils pénètrent dans son domicile, ils vont prélever des brosses à cheveux, brosses à dents, pour essayer de récupérer de l'ADN et pouvoir le comparer avec les tissus qu'on aura prélevés lors de l'autopsie. Les résultats tombent, Bertrand est bien la victime retrouvée dans la Saône. Et contre toute attente, l'homme a une famille. Mais celle-ci se trouve à Bourges, à plus de 250 km de là. Les gendarmes décident donc d'informer son ancienne compagne, la mère de ses 2 filles, que nous appellerons Corinne. On dit que Bertrand était décédé. C'était vraiment un moment de douleur parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, mais pourquoi lui? Si Corinne est surprise, c'est parce que Bertrand était apprécié de tous. C'était un bon vivant. C'était une personne qui était très gentille, qui faisait trop confiance aux gens, mais il avait toujours le cœur sur la main. Ce chauffeur de poids lourd de 39 ans a vécu de belles années à Bourges auprès de Corinne et de leurs 2 filles. Mais Bertrand avait aussi une mauvaise habitude qui va malheureusement mettre fin à leur histoire. Il buvait beaucoup et un jour, j'en ai eu marre et je suis partie. Parce que c'était trop, quoi. Il se laissait trop entraîner en fait par les copains et moi je pouvais plus. Une séparation que Bertrand ne parvient pas à accepter. Pour me prouver en fait qu'il changeait et qu'il voulait me récupérer, il s'était fait faire un tatouage, donc une rose avec un cœur avec inscrit mon prénom dedans. Mais Corinne reste sur sa position et en 2002, Bertrand quitte la région de Bourges pour s'installer à Chalon-sur-Saône, où il a été muté. Il y rencontre alors sa 2e compagne, avec laquelle il a également une fille. Mais très vite, ces vieux démons refont surface. Il est décrit aussi comme étant parfois violent et une violence qui serait liée à une alcoolisation excessive. Après 2 ans de relation, une nouvelle fois, Bertrand se retrouve seul. Durant 5 ans, malgré quelques visites de ses enfants, ce père de famille finit par s'isoler définitivement de ses proches. Qui a pu s'en prendre à Bertrand? Comment expliquer une telle barbarie? Les enquêteurs l'ignorent encore, mais un incroyable coup du sort va faire basculer leur enquête. À Chalon-sur-Saône, les gendarmes décident de retracer l'emploi du temps de Bertrand pour découvrir à quel moment l'homme de 39 ans s'est volatilisé. Les gendarmes vont interroger l'employeur qui va déclarer qu'à partir du 6 avril, il ne s'est plus présenté à son travail, ce qui n'était pas une habitude, parce que chaque fois qu'il était absent, il prévenait. Et les relevés téléphoniques font apparaître un dernier appel téléphonique le 3 avril. Bertrand a donc disparu durant le week-end du 3 au 6 avril. Les gendarmes ne retrouvent pas de traces de son véhicule, une Renault 21 grise. Ils entrent donc son immatriculation dans la base de données des voitures recherchées. 2 jours après coup de théâtre, les enquêteurs sont informés par des collègues, des gendarmes de Chagny, qu'un accident de circulation s'est produit en région chalonnaise, à Champforgeuil, impliquant une Renault 21 de couleur grise. Au téléphone, les gendarmes leur expliquent qu'une voiture correspondant à leur signalement a effectué une sortie de route à 17 minutes de Chalon-sur-Saône. Et selon les premiers témoins, les occupants du véhicule ont eu une étrange attitude. Des témoins de l'accident vont se présenter immédiatement sur le lieu de l'accident pour aider les passagers à sortir de ce véhicule qui est occupé par 2 femmes.
ces deux personnes refusent catégoriquement qu'on prévienne les gendarmes ou un dépanneur. Mais les témoins appellent malgré tout la gendarmerie de Chagny. Sur place, les forces de l'ordre effectuent les premières constatations auprès des deux passagères de la voiture accidentée. Nathalie, 42 ans, et Chloé, 41 ans. Les deux femmes semblent pressées de partir. Effectivement, ils vont contrôler le papier du véhicule et puis les interroger. Ils vont effectivement aussi examiner le véhicule. Et là, ils vont s'apercevoir assez rapidement que les plaques ont été maquillées. Après vérification, la plaque correspond bien à la voiture de Bertrand. Immédiatement, les gendarmes préviennent leurs collègues de Chalon-sur-Saône qui décident de s'intéresser au profil de la conductrice, Nathalie. Nathalie est une femme âgée de 42 ans, elle est originaire de près d'Autun, d'une famille intégrée socialement, sans problème. Elle exerce plusieurs métiers dans le bâtiment, dans le bûcheronnage. Elle présente un physique un peu impressionnant. C'est une femme qui est une forte personnalité, qui, d'après les renseignements qu'on peut avoir, peut être violente. Nathalie vit avec sa compagne à Chalon-sur-Saône. Mais c'est une autre femme qui était avec elle dans la voiture lors de l'accident. Chloé. Chloé, c'est une femme de 41 ans qui a été mariée, qui a eu 2 filles, qui travaille dans une grande surface et qui, elle, est un peu aussi seule dans sa vie à ce moment-là. Et donc, elle va rencontrer Nathalie. Après une courte relation en 2007, Nathalie et Chloé se séparent, mais restent amies. Et fin 2010, les deux femmes décident de se remettre ensemble, dans le plus grand secret. On ressent que c'est Nathalie qui est dominante, c'est-à-dire que Chloé voilà, la suit. La suit. Et je pense que comme Nathalie apparaît peut-être assez forte, en tout cas dans l'apparence, je pense qu'à ce moment-là, c'est un soutien pour Chloé qui va se sentir un petit peu protégée par Nathalie. Les gendarmes tentent de faire le lien entre les deux femmes et la victime. L'enquête fait découvrir que donc Nathalie avait une belle-mère qui avait gardé donc la fille de Bertrand. Voilà, et c'est comme ça que la relation, elle va le connaître, mais d'une manière très superficielle finalement. Il n'y a pas de lien intime entre eux, pas du tout. Comment Nathalie et Chloé se sont-elles retrouvées au volant de la voiture de Bertrand? Les deux amantes sont-elles impliquées dans le meurtre du trentenaire? Et pourquoi aurait-elle fait preuve de tant de cruauté envers un homme qu'elle connaissait à peine? À la gendarmerie de Chalon-sur-Saône, Nathalie et Chloé sont placées en garde à vue et interrogées sur la façon dont elles ont récupéré la voiture de Bertrand, retrouvée inerte dans la Saône. Très vite, Nathalie avoue être impliquée dans la mort de Bertrand et tente de fournir une explication aux enquêteurs. Bertrand aurait participé ou assisté sans intervenir, on ne sait pas trop, à un viol collectif dont elle aurait été la victime. Il y a, enfin en tout cas un certain nombre d'années en arrière, elle aurait été adolescente. Nathalie aurait donc souhaité se venger. Face aux enquêteurs, elle livre sa version des événements. Le 3 avril, Nathalie dit avoir appelé sa compagne et elle l'a éloignée en lui demandant d'aller passer le week-end chez ses parents. Et elle demande à Chloé de venir le soir car elle a invité Bertrand à venir prendre l'apéritif à Chalon dans son appartement. Mais il ne s'agit pas d'une simple soirée entre amis. Nathalie et Chloé ont une idée derrière la tête. Elles écrasent des comprimés d'antidépresseurs dans le verre de Bertrand pour l'endormir. Puis, à la nuit tombée, l'homme de 39 ans
arrive à l'appartement et le piège se referme sur lui. Elle va prétendre qu'il est arrivé déjà éméché et qu'après avoir absorbé sa boisson mortelle, il ne va pas perdre conscience, mais qu'il va tituber et qu'elle va l'attraper par le col, mais qu'il va, en tombant, heurter le coin du bar. Bertrand, assommé, gît sur le sol. Mais il n'en a pas fini avec ses souffrances. Nathalie va s'emparer d'un pied de biche et va le frapper violemment à la tête. Pensant que Bertrand est mort, Nathalie et Chloé décident de se débarrasser de son corps. Elle l'attache, l'enroule dans un drap, puis le charge dans le coffre de sa voiture, avant de le jeter quelques kilomètres plus loin, dans la Saône. Mais Chloé livre pour sa part une histoire plus sordide encore aux enquêteurs. Avec un verre, avec le fameux cocktail, c'était insuffisant, ils ne s'endormaient pas. Elles ont préparé un deuxième verre, ils ne s'endormaient toujours pas. Nathalie aurait perdu patience, elle lui met un sac plastique sur la tête pour l'étouffer, en lui portant aussi un coup de pied de biche. Malgré ce coup brutal, Bertrand respire encore. Nathalie emploie alors les grands moyens. Nathalie, à un moment, va prononcer cette phrase « il faut qu'on le finisse ». Elle va lui mettre la ceinture de peignoir autour du cou. Elle va tenter de l'étrangler en suspendant donc cette ceinture à la porte de la salle de bain. Chloé indique aux enquêteurs qu'elle était trop effrayée pour arrêter sa maîtresse. Nathalie se serait acharnée sur Bertrand pour obtenir sa revanche. Des années plus tard. Mais les forces de l'ordre doutent du mobile fourni par la quadragénaire et procèdent à des vérifications. Ils ne retrouvent aucune trace du viol évoqué par Nathalie. Bien au contraire. Ils découvrent qu'ils n'ont surtout en fait pas pu se rencontrer, parce que selon les dates qu'elle donne, Bertrand aurait eu 11 ans ou 12 ans. Lui est originaire de l'Indre, elle de Saône-et-Loire, et que leur trajectoire professionnelle, après vérification, ne se serait jamais croisée. Chloé confirme aux gendarmes qu'il ne s'agit en aucun cas d'une vengeance et leur fournit un mobile bien plus étonnant. Nathalie aurait repéré dans une maison abandonnée un fauteuil qui lui plaisait, et comme le véhicule de Chloé était en panne, elles vont alors imaginer d'emprunter ou de voler la voiture de Bertrand. Et en interrogeant les proches de Nathalie, les enquêteurs s'aperçoivent qu'elle n'en serait pas à son coup d'essai. Selon d'ex-compagnes, elle aurait agi envers des hommes de façon complètement spectaculaire et troublante en les droguant. Déjà, c'est déjà établi, en les droguant pour leur piquer leur carte bleue et leur argent. À l'issue de leur garde à vue, Nathalie et Chloé sont mises en examen pour meurtre et complicité de meurtre. Comment ces deux femmes se défendront-elles lors du procès à venir? Face aux jurés, Nathalie avouera-t-elle le véritable mobile de son crime? Et la part de responsabilité de Chloé sera-t-elle établie? Le 22 mai 2011, un an après la mort de Bertrand, l'affaire connaît un incroyable rebondissement. Après 13 mois d'incarcération, Nathalie craque et envoie une lettre au juge d'instruction. Elle avoue que la piste du viol dont elle se dit victime, dont elle s'est dite victime, c'était faux, qu'elle l'a inventé. Elle dit aussi au juge d'instruction que la soirée de l'apéritif où elle a invité Bertrand, ça a dégénéré, qu'elle a voulu voler sa voiture. Nathalie indique qu'elle dira toute la vérité lors du procès. Mais seulement 6 jours plus tard, le 28 mai 2011, elle en décidera autrement.
Cette femme, alors âgée de 43 ans, est retrouvée pendue dans sa cellule. Pour les proches de Bertrand, le décès de la principale accusée est une terrible nouvelle. J'aurais préféré qu'elle assume ce qu'elle avait fait. J'aurais préféré qu'elle dise les choses au lieu de se suicider. Je trouve que c'est trop facile. Le 22 mai 2012, le procès de Chloé s'ouvre malgré tout devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Elle comparaît pour complicité de meurtre et vol de voiture et se retrouve donc seule dans le box des accusés. Je sens une ambiance assez pesante parce que la famille n'a pas le véritable coupable en face. Pour la cour, tout l'enjeu du procès est de définir le rôle de Chloé dans la mort de Bertrand. C'était une femme calme, voilà, qui paraissait effectivement très passive. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs cette passivité, en lui disant mais quand même, vous êtes une femme adulte, vous pouviez réagir, interrompre votre compagne, en lui disant mais que fais-tu, on peut pas faire ça, ou voilà. Et en fait c'est ça qu'on lui a beaucoup reproché. Pour sa défense, Chloé explique qu'elle n'est pas venue en aide à Bertrand en raison du caractère violent de Nathalie. Devant les jurés, elle force le trait. Chloé, pour justifier de l'emprise qu'aurait pu avoir Nathalie sur elle, elle va même jusqu'à dire que Nathalie était son gourou et qu'elle était un disciple de cette femme qui dirigeait ses actes, en quelque sorte. Mais ces arguments ne convainquent pas. Après 3 jours d'audience, Chloé est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Une sentence que les proches de Bertrand jugent insuffisante. Pour nous, c'est pas assez. C'est pas assez pour ce qu'elle a fait. Donc ça veut dire que c'est comme si on lui donnait l'autorisation de recommencer. Non, je trouve ça inadmissible. À Chalon-sur-Saône, le meurtre de Bertrand a marqué les esprits. Ses proches ne comprennent toujours pas pourquoi il a été tué pour un motif aussi futile. Quant à Corinne, son ex-compagne, elle ne cesse de penser à cet homme qu'elle a aimé et qui était devenu un ami. Je garderai toujours ce souvenir de cet homme qui avait beaucoup de vie, qui se moquait du regard des gens et qui était heureux. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et je garderai toujours cette image de cet homme souriant et pétillant qui aimait la vie. Nous voici à présent à Saint-Usage, en Bourgogne. Ce village de 1300 habitants, situé à 45 km de Dijon, est accolé à la Saône. La rivière est devenue, au fil du temps, son poumon économique. C'est une petite commune qui auparavant était surtout dédiée à l'agriculture et qui aujourd'hui s'est tournée vers le tourisme fluvial. C'est le premier port terrestre intérieur de France. Le 18 juin 2004, au petit matin, le soleil se lève sur le port et une belle journée débute. Pourtant, à quelques kilomètres de là, Roger et sa femme s'inquiètent pour leur fils Grégory, 22 ans. Ils ne l'ont pas vu depuis la veille. L'après-midi, il dit tiens, je vais voir le match de foot avec mes copains. Et puis bon à ce soir, il nous a dit. Et puis après, il n'est pas rentré le soir. On a dit il a peut-être couché chez ses copains, quoi. Pour en avoir le cœur net, les parents de Grégory appellent ses amis. Il leur indique que celui-ci est parti avec sa voiture après le match, aux alentours de 22h30, et qu'ils n'ont rien remarqué d'étrange. Grégory est majeur et indépendant.
Roger et sa femme ne s'alarment pas. Mais les jours passent et Grégory ne réapparaît toujours pas. Il y a plusieurs éléments qui font douter les parents. Notamment, il y a la fête des pères. Grégory est attaché à son père et ne l'aurait pas manqué. Et puis, il y a sa grande sœur qui repart à Paris. Et il aurait bien voulu lui dire au revoir. Il avait promis qu'il serait là quand elle partirait. Or, il n'est pas là, ni pour la fête des pères, ni pour le départ de sa grande sœur. Le 22 juin 2004, après 5 jours sans nouvelles de son fils, la mère de Grégory se rend à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Laune pour faire part de son inquiétude. Ma femme, elle a dit à la gendarmerie, ben voilà, on a tous ces papiers chez nous, il ne doit pas être bien loin, quoi. Car Grégory a laissé son portefeuille, mais aussi son portable chez ses parents. Ils imaginent donc mal qu'il soit parti en voyage, d'autant plus qu'il n'était pas habillé pour ce genre d'expédition. Il avait un t-shirt, il avait un pantalon, un jean, et puis des chaussures, des baskets. Il avait presque rien sur lui. Les gendarmes prennent la décision de diffuser le signalement du jeune homme à tous les services de police et de gendarmerie de la région, ainsi qu'aux hôpitaux. Mais où est passé Grégory? Ce jeune homme a-t-il décidé de partir sans prévenir sa famille? Ou la réalité est-elle hélas beaucoup plus dramatique? À la gendarmerie de Saint-Jean-de-Laune, 5 jours après la disparition de Grégory, les enquêteurs reçoivent un appel, pour le moins inquiétant. C'est un marinier qui leur téléphone parce qu'il trouve étrange qu'une voiture soit stationnée depuis plusieurs jours le long du canal et elle n'a pas bougé. Le signalement de la voiture, son immatriculation, correspondent parfaitement à celle de Grégory. Le modèle et la plaque d'immatriculation coïncident. Il s'agit bien de la voiture de Grégory. Immédiatement, les gendarmes se rendent sur place pour effectuer les premières constatations. Le véhicule ne porte pas de traces, par exemple de balles, de traces de sang, de traces d'agression, mais leur attention est attirée par le fait que, effectivement, une banquette arrière est rabattue, les clés de contact ont disparu, le coffre arrière est ouvert, ce qui conduit les enquêteurs à être renforcés dans la suspicion d'une disparition inquiétante. Le sort réservé au véhicule de Grégory ne présage rien de bon. Les gendarmes interrogent ses proches pour en apprendre davantage sur la personnalité de ce jeune homme de 22 ans. Originaire de Saint-Usage, en Côte-d'Or, Grégory a vécu une enfance heureuse, entouré de ses parents et de sa sœur. Grégory était bien avec nous, il était bon vivant. Il allait vers sa mère, il la prenait par le cou, il l'embrassait. Ah non, mais là-dessus, il était génial, quoi. Je le considérais un petit peu comme mon fils, c'est du fait que je l'ai connu, il avait 3 ans à peu près. Hein. Il aimait bien rigoler, il aimait bien vivre. Mais derrière ce sourire de façade, Grégory cache une grande fragilité. Il avait un peu une déformation de la jambe. Alors ça fait qu'il boitillait un petit peu. C'est pour ça que quand il a voulu faire du sport, il ne pouvait pas être sur le terrain. Alors ses jeunes camarades, tout ça, il l'appelait le boiteux ou le canard boiteux. Les enquêteurs envisagent que Grégory, mal dans sa peau, ait pu mettre fin à ses jours. Une équipe de plongeurs est donc déployée afin de sonder la Saône, sur près de 5 km. Nous, on n'y croyait pas. Ah non, non, il n'avait pas l'intention de se suicider, il aimait la vie. Il aimait trop la vie. Ouais. Effectivement, les recherches ne donnent rien. Grégory demeure introuvable. La thèse de la fugue est alors évoquée. La fugue, on n'y a pas cru du tout avec ma femme, parce que, non, je vous dis, quand il partait pour 2 jours, un truc comme ça, il savait qu'il partait, il emmenait tout le temps son bull terrier avec lui.
Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il l'emmenait avec lui. Les gendarmes émettent une autre hypothèse, celle d'un règlement de compte, car Grégory est connu des services de police pour des délits liés au cannabis. 2 mois avant sa disparition, il a d'ailleurs été condamné pour avoir extorqué avec violence des stupéfiants à un autre jeune. Mais il voulait sortir de cette petite délinquance. Grégory, bon, il a eu cette période de petite délinquance de sa vie. Il était en phase en disant, bon, c'est bon, il faut que je tourne la page, il faut que je trouve un boulot, il faut que je me trouve une femme, il faut que je me trouve un foyer. Il était dans une phase évolutive. Mais on ne chasse pas la méchanceté de soi ou le mal de soi du jour au lendemain. La disparition de Grégory a-t-elle un lien avec son passé? Pourquoi sa voiture a-t-elle été abandonnée sur les bords de la Saône? Et surtout, le jeune homme de 22 ans est-il toujours en vie? À la gendarmerie de Saint-Jean-de-Laune, les enquêteurs s'intéressent de plus près au passé délinquant de Grégory. Ils interrogent son père, qui évoque un événement troublant survenu 6 mois plus tôt. Il était à la maison, et puis il dit « je pars, je reviens tout de suite ». En effet, il est parti peut-être un quart d'heure, un truc comme ça. Et puis, il revient, il était tout en sang. La tête était tout en sang. Alors on a appelé les pompiers de Saint-Jean-de-Laune. Les pompiers de Saint-Jean-de-Laune, ils sont venus, et puis ils l'ont emmené à l'hôpital. Grégory a visiblement subi un passage à tabac. Mais interrogé à l'époque par les forces de l'ordre, le jeune homme refuse de révéler les circonstances de cette agression. Même les gendarmes qui sont venus pour l'interroger, il n'a jamais dit quoi que ce soit, ce qui s'était passé. Pour les enquêteurs, cette anecdote renforce l'hypothèse du règlement de compte, d'autant plus qu'un autre témoignage les dirige sur cette piste. L'une de ses petites amies, une copine, révèle aux gendarmes que Grégory a déjà reçu des menaces de mort, sans doute de la part de gens avec lesquels il trafiquait un peu de cannabis. Mais les recherches n'aboutissent pas. Et en octobre 2004, 3 mois après la disparition de Grégory, une information judiciaire pour disparition inquiétante est ouverte. L'enquête est alors confiée à la brigade de gendarmerie de Dijon, qui met tout en œuvre pour tenter de trouver de nouveaux éléments. Les gendarmes de la section de recherche de Dijon vont se lancer dans un travail colossal. À partir de l'endroit géographique où se trouve la voiture, ils localisent 500 appels qui ont été émis, 500 appels téléphoniques à partir de portables. Ces 500 appels, ils vont les étudier un par un. Les enquêteurs dijonnais entendent chacun des interlocuteurs téléphoniques, sans succès. Personne n'a vu Grégory ce soir-là. Les forces de l'ordre décident donc de réinterroger les amis de Grégory avec lesquels il se trouvait le soir de sa disparition. Tous restent sur leur première version, mais les gendarmes sont suspicieux. En entendant les amis, un gendarme qui remarque quand même que l'un d'eux, qui se prénomme Denis, a le regard très fuyant, il a l'air gêné, il a l'air embêté. Ça intrigue le gendarme. Ils ont le sentiment que Denis, l'ami chez qui s'est passée la soirée, ne leur a pas tout dit. Et ce qui les ont conduits à mettre en place ce qu'on appelle des écoutes téléphoniques qui ont permis d'établir que cette personne avait pu avoir mené quelques petits délits ou quelques trafics avec Grégory. Au vu de ces nouveaux éléments, les gendarmes placent en garde à vue les amis de Grégory. Et au bout de 30 heures d'audition, Denis finit par craquer. Denis dit aux enquêteurs que Grégory ne rentre pas chez lui, qu'il va effectivement se rendre dans un bungalow auprès de la Saône pour y commettre un cambriolage. Cette histoire a-t-elle un lien avec la disparition de Grégory? Le cambriolage aurait-il mal tourné? Et surtout, ce nouvel élément permettra-t-il aux gendarmes de retrouver la trace du natif de Saint-Usage?
À la gendarmerie de Dijon, Denis en dit un peu plus sur les intentions de son ami. Grégory a quitté la soirée équipé d'une cagoule et d'un tournevis. Ils ont appris que Grégory avait indiqué à ces personnes qu'il avait commis un cambriolage et qu'il souhaitait revenir sur les lieux de ce cambriolage pour s'emparer d'autres objets. Et, élément intéressant, ils ont expliqué qu'il avait repoussé la banquette arrière de la voiture à son départ. Or, quand on a retrouvé la voiture au bord de la Saône, justement, la banquette arrière du véhicule avait été abaissée. Les propos de Denis semblent donc crédibles. Grégory aurait-il été stoppé dans son entreprise? Pour les gendarmes, il faut à tout prix retrouver l'endroit où le jeune homme s'est rendu pour commettre son méfait. Première chose qu'ils font, ils reprennent les plaintes pour des cambriolages. Et ils s'aperçoivent que le 17, à 22h33, très exactement, un certain Michel, un Dijonnais, a appelé pour signaler qu'il y avait un vol chez lui, un cambriolage chez lui, mais les gendarmes ne disposaient pas de patrouille et lui ont conseillé d'aller déposer plainte le lendemain. Le matin, l'homme de 58 ans se rend bien à la gendarmerie pour déposer plainte. Mais il ne fait état que de dégradations mineures et n'évoque plus les objets dérobés. Et ce n'est pas tout. Michel, quand les gendarmes l'ont contacté, comme les 500 personnes qu'ils ont contactées une par une, n'avait rien dit sur le cambriolage, n'avait rien évoqué sur ce qui s'était passé un peu auparavant chez lui. C'est un petit détail qui a rajouté aux interrogations des gendarmes. Fort de ses soupçons contre Michel, les gendarmes entreprennent des fouilles autour de son ancien bungalow. Mais aucune trace de Grégory. Les enquêteurs décident de s'intéresser de plus près à l'histoire de ce retraité de 58 ans qui vit à Dijon. Michel, c'est pas n'importe qui. Michel, c'est un ancien policier à la retraite, un type qui a fait une carrière exemplaire, qui a fini sa carrière brigadier-chef. Il dirigeait une unité, un policier qui avait du discernement, un bon jugement et un type qui n'a jamais fait parler de lui, sinon en bien dans son travail. Depuis qu'il est à la retraite, l'homme passe beaucoup de temps à Saint-Usage. Il est même devenu président du club de chasse de la commune. C'était un passionné de chasse, donc qui avait fait un choix d'avoir un chalet en résidence secondaire au bord du canal à Saint-Usage. Pourtant, un mois seulement après la disparition de Grégory, Michel revend son bungalow alors qu'il en était le propriétaire depuis 10 ans. Les taux se resserrent sur ce quinquagénaire. Les enquêteurs dijonnais le placent sur écoute. Les gendarmes choisissent de ne pas voir tout de suite Michel. Ils vont voir sa femme, ils essayent de lui tirer les vers du nez, de discuter avec elle. Ils lui font part de leurs soupçons. Et sur les écoutes, ils entendent que Michel, apprenant que les gendarmes ont des soupçons, sa femme lui en parle bien sûr, eh bien, il s'enferme dans son garage avec un fusil et on craint le pire. Face au danger potentiel qu'il représente, les gendarmes ne tardent pas à réagir. Le lendemain, le 25 septembre 2005, soit 15 mois après la disparition de Grégory, ils se rendent chez le père de famille de 58 ans, à la recherche d'indices. Ils vont effectuer une perquisition au domicile de Michel. Ils vont retrouver effectivement des armes, ce qui est normal puisque c'est un chasseur. Ils vont être intrigués par la présence de sang, mais on verra par la suite que c'est en fait du sang de gibier et non pas du sang humain. Si la perquisition ne donne donc rien, les gendarmes placent Michel en garde à vue pour essayer de le faire parler. Que va révéler ce quinquagénaire aux enquêteurs? A-t-il surpris Grégory sur sa propriété le soir du 17 juin 2004? Le cambriolage a-t-il mal tourné? Et surtout, où se trouve à présent Grégory, ce jeune homme de 22 ans? À la gendarmerie de Dijon, 15 mois après la disparition de Grégory, Michel, placé en garde à vue, est interrogé par les enquêteurs, mais le retraité
ni avoir un lien avec la disparition du jeune homme. Les gendarmes changent donc de tactique. Une à une, ils vont reprendre les contradictions de Michel. Alors ces contradictions, mais aussi ces non-dits, qui peuvent passer pour des mensonges par omission. Une à une, ils reprennent toutes ces contradictions, et Michel va finir par craquer. Le quinquagénaire explique que le soir du 17 juin 2004, vers 22 h, il reçoit un appel d'une habitante de Saint-Usage. Elle lui signale que des dégradations ont été commises dans son bungalow. Il est déjà, Michel, victime d'un premier cambriolage. Il l'apprend par téléphone. Inquiet de cela, avec son épouse, Michel se rend effectivement à Saint-Usage pour prévenir éventuellement un deuxième cambriolage. Après 45 minutes de voiture, le couple arrive sur les lieux et Michel fait le tour de sa propriété. Il constate que son grillage a effectivement été découpé. Il alerte les gendarmes qui n'ont pas de patrouille disponible, donc il s'empare de son fusil qui est dans son coffre. Sa femme ne le voit pas le faire. Et il se dit, si jamais quelqu'un revient, je suis armé, je peux me défendre. Sa femme, elle, préfère rejoindre leur domicile de Dijon. À 2 h du matin, suspectant un retour des cambrioleurs, l'ancien policier sort de son bungalow et se cache dans l'obscurité. Il dit se positionner dans un fourré, armé de son fusil, et il voit quelqu'un pénétrer dans sa propriété. Il se lève, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» L'autre personne fait demi-tour, commence à courir. Il tire. Le retraité déclare aux gendarmes avoir voulu viser les jambes pour arrêter le fuyard. Mais en s'approchant du corps allongé, il doit se rendre à l'évidence. Grégory est bien mort. Lui, le policier exemplaire, le policier plein de sang-froid, eh bien Michel, il panique. C'est ce qu'il explique aux gendarmes, du moins. Il panique. Il prend une bâche bleue, il le précise bien. Il y met le corps de Grégory. Le corps de Grégory, il le charge dans la voiture de Grégory, dont le siège arrière est baissé. Il emmène le corps dans une décharge sauvage et il abandonne la voiture le long du canal et il rentre à pied chez lui. Le quinquagénaire a pris soin d'effacer ses empreintes. Dès le lendemain, le 26 octobre 2005, les gendarmes se rendent à la déchetterie pour tenter de retrouver le corps de Grégory. Et sur les indications de Michel, ils découvrent des ossements dans une bâche bleue. Ils vont faire des analyses de recherche génétique et qui vont établir que ces ossements sont bien ceux de Grégory. Après 15 mois d'enquête, les gendarmes sont enfin parvenus à éclaircir les circonstances de la disparition de Grégory. Pour ses proches, le choc est évidemment terrible. C'était dur parce que, vous savez, quand vous avez des disparitions, ils disent « Ah, il va revenir, on pense tout le temps qu'il va revenir. » Mais malheureusement, il n'est jamais revenu. Je ne comprends pas, Michel, comment il a fait pour dormir pendant 1 an, toutes les nuits, en sachant qu'il a tué un gosse. Et puis donc, qu'il l'a abandonné dans une déchetterie. C'est inhumain. Les forces de l'ordre doivent maintenant découvrir si Michel a tué Grégory par accident, comme il l'affirme. Les analyses balistiques sont claires, l'ancien policier aurait tiré à une distance de 20 à 30 mètres sur Grégory. Quant au rapport d'autopsie qui vient d'arriver sur le bureau des enquêteurs, il est sans appel. Mais ce qui était intéressant dans ce que découvre le médecin légiste, c'est qu'il apporte une contradiction à ce que Michel avait pu dire au départ. C'est que la gerbe de plomb de chevrotine qui a atteint la victime l'a atteinte au niveau du cou et de l'arrière du crâne. Et non pas du tout au niveau des jambes comme le prétendait Michel. Or, c'est à mon sens un élément d'intention homicide. Pour les gendarmes, la thèse de l'accident est donc peu crédible.
D'autant plus que Michel, chasseur et ancien policier, est habitué à tirer. Au vu de ces éléments, l'homme de 58 ans est mis en examen pour homicide volontaire. Alors Michel a-t-il délibérément donné la mort à Grégory? Le procès à venir permettra-t-il à la famille de la victime d'obtenir des réponses? Et quelle sera au final la sentence des jurés? Le 17 novembre 2007, 3 ans après la mort de Grégory, le procès de Michel s'ouvre devant la cour d'assises de Dijon. L'émotion est à son comble. Personne ne comprend comment ce retraité sans histoire a pu ainsi abattre un jeune homme en fuite. Tout l'enjeu du procès va être de savoir si il a volontairement ou pas voulu donner la mort. C'est-à-dire, est-ce qu'il a voulu tuer Grégory, ou est-ce que, voulant l'effrayer, lui faire peur, c'est par accident qu'il lui a tiré dessus. Mais seul Michel est encore là pour donner sa version des faits. Et à l'inverse de Grégory, cet homme de 58 ans a pour lui un profil exemplaire. Là, il y a deux personnalités qui vont s'opposer, diamétralement opposées. Le retraité de la police, sage, plein de sang-froid, bien noté, sans histoire, et le petit jeune un peu délinquant, bagarreur, qui a déjà fait parler de lui, deux personnalités complètement différentes. Pour sa défense, Michel explique avoir agi de façon impulsive. Michel va maintenir devant les jurés, les magistrats de la cour d'assises, la version qu'il a donnée aux gendarmes, c'est-à-dire qu'il a perdu son sang-froid, il a paniqué. Il dit même qu'il n'avait pas l'intention de tuer Grégory, à tel point que s'il l'avait que blessé, ce qu'il pensait avoir fait, il lui aurait porté secours. Mais pour la partie civile, il ne faut pas oublier que Michel est un expert en armes à feu. Lorsque on est chasseur, ancien policier, et qu'on tire à une distance de 20 mètres sur un autre individu, et qu'on l'atteint à la tête, c'est pas un mouvement de panique. Et qu'ensuite, quand on prend le temps de le mettre dans une bâche, le mettre dans une voiture et le cacher dans une décharge publique, c'est pas un mouvement de panique. Au bout de 3 jours, le verdict tombe. Michel est condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La qualification en homicide n'a pas été retenue. Pour les proches de Grégory, cette décision de justice est très mal vécue. Le verdict, on l'a pris mal, parce que vu ce qu'il a eu, vu ce qu'il avait fait, cacher le corps comme il a fait, et puis prendre 8 ans, alors pour moi, il n'a rien eu pour faire ce qu'il a fait, c'est rien, c'est rien. À Saint-Usage, le décès de Grégory, 22 ans, a marqué les esprits. Sa famille a été anéantie par le drame. Et il y a 1 an, le père du jeune homme a dû faire face à un nouveau décès. Depuis qu'on a su qu'il avait disparu, tout ça, bon ben elle a tombé malade, ma femme, et puis elle s'en est pas remise, quoi. Ben aujourd'hui, moi je suis tout seul. Allez. C'est dur.